Et c'est parti, bonsoir à tous, bienvenue aujourd'hui pour parler d'un film qui vient de sortir sur Netflix, un film qui était très attendu depuis très longtemps, hein, puisque les premières annonces datent de 2017, hein, donc on a attendu. C'est, si je dis pas de bêtises, on a un ami et camarade Max Pereira ici présent, le spécialiste intergalactique de la Chine transcontinentale, qui va nous aider. C'est normalement le film le plus cher qui a été produit dans l'industrie du cinéma de Hong Kong, même si Hong Kong chinois, hein, on va pas se mentir. Ouais, on attendait énormément. Et chez nous, en tout cas, il arrive directement sur Netflix d'animation, mais en même temps, comme ça, tout le monde peut le voir. C'est aussi une manière de voir les choses. Il n'a pas juste distribué dans 3 salles à Paris, puis le reste, voilà. Donc tout le monde peut voir ce film, et c'est peut-être une bonne chose. Alors déjà, salut Max, comment tu vas? Eh ben, très bien, content d'être là. Bonsoir à tous, et puis ravi de parler de ce film qui est quand même un événement, et c'est cool que tu en parles. Très cool. Alors, on va partir justement sur la traduction du titre chinois selon Google. Hein, j'ai mis le titre chinois pour voir comment il s'appelle. Donc, Warrior of Future, guerrier du futur, ça c'est le titre international. Mais le titre chinois, semble-t-il, signifie chronique de demain. S'il y a des spécialistes de la langue chinoise et vous voulez corriger Google, n'hésitez pas. Hein, voilà. C'est pas ma spécialité. Donc voilà. Il est réalisé, ladies and gentlemen, par quelqu'un du nom de... Comment il est? Voilà, exactement. Exactement, Yan Fei, qui est, c'est sa première réalisation, parce que le monsieur est un spécialiste des effets spéciaux. Donc, et ça se voit. Oui, ça se voit. J'allais dire, il y a un petit côté, toute proportion gardée, hein, mais pour comparer, il y a un petit côté James Cameron un peu dans l'approche. Oula, oui, d'accord, oui. Non, mais je voulais dire que ça se voyait dans le sens, c'est un concepteur d'effets spéciaux. C'est pas vraiment un réalisateur confirmé, on va dire. Oui. Alors ça, on va revenir sur la mise en scène et sur les effets spéciaux. Mais tu vois, ce côté, c'est un mec qui fait des effets spéciaux, qui fait un film et qui donc, on va parler des effets spéciaux, allons-y. Et donc, du coup, qui fait des effets spéciaux que j'ai trouvé globalement bons, voire même très bons à des moments. Ouais, je suis d'accord. Après, il faut comparer. Attends, je vais juste aller par étapes. Il y a ce à quoi on s'attend, ce à quoi on le compare, et si on pouvait le comparer au film américain. Et donc, je vais aller par étapes. Vas-y. Non, mais tu voulais partir sur quoi? Sur les effets spéciaux? Les effets spéciaux. On commence sur les effets spéciaux. Moi, globalement, les effets spéciaux, je les ai trouvés bien, mais à l'aune du cinéma chinois global et surtout du cinéma hongkongais, qui ne nous a pour l'instant pas vraiment proposé ce genre d'effets spéciaux et même ce genre de type de film, parce qu'il faut aussi dire que après Wandering Earth, je parle beaucoup de Wandering Earth même dans la vidéo d'avant, ça a été l'un des premiers gros films de science-fiction chinois mais du continent, et là c'est le premier film de science-fiction, blockbuster, gros film de science-fiction, mais cette fois par le prisme du cinéma hongkongais, et du coup c'est quand même un événement à Hong Kong, quoi. Et donc en termes d'effets spéciaux, on est quand même dans des trucs, je pense qu'ils ont beaucoup misé en fait sur le visuel et sur les effets spéciaux, mais malheureusement moins sur la réalisation et la narration et le scénario. Ça, c'est après. Là, on parle des effets spéciaux. Voilà, mais en termes il a de la peine, lui. Hein. Je peux vous assurer que sa note sociale, là, elle baisse à chaque fois qu'il sort des cadres. Oui, je sais pas encore comment ça marche vraiment. Oui, parce que oui, le film est effectivement, c'est un film qui est automatiquement produit avec de l'argent de Chine continentale, hein, fatalement pour ce genre de projet. En tout cas, c'est totalement logique. Et effectivement, non, moi les effets spéciaux globalement, je les ai trouvés très bien, mais la production design aussi. Peut-être quelques réticences par moment sur les monstres ou sur les robots qui parfois, mais en fait c'est plus au niveau de l'animation que de la texture, souvent, comme souvent en fait c'est souvent le problème de toute façon des films à effets spéciaux. C'est extrêmement difficile d'en faire de toute façon. Là dans quelques temps il y a un film qui s'appelle Avatar 2 qui va sortir, et vous allez pouvoir assister à la monstruosité du truc, ce que ça va être. Mais là effectivement oui, les textures sont très réussies, je trouve, mais effectivement l'animation parfois pêche un petit peu. Mais encore une fois, je trouve que pour un film hongkongais qui a très bien marché et qui va peut-être amener autre chose après par des suites ou quoi que ce soit. En tout cas, c'était quelque chose d'assez ouvert. Sur la fin, oui, c'est plutôt pas mal. Ouais. Alors, je suis tout à fait d'accord. Je les ai trouvés très bons, surtout si on compare à ce que le cinéma, on va dire, sino-hongkongais nous a offert dernièrement. Je les ai trouvés clairement au-dessus. Maintenant, si on les compare à ce qui se fait globalement aux États-Unis,
aux États-Unis, je veux dire, les gens qui regardent des films américains, qui regardent ce film, ils vont dire que voilà, c'est de la bouillie numérique comme il y en a dans plein de films américains, et ils n'auront pas totalement tort, donc ils sont très bons par rapport à ce que fait la Chine, par rapport à ce qui fait le cinéma américain global. Je pense que ça tient largement la route. Et maintenant, par rapport justement à ce qui peut se faire de mieux, forcément, c'est pas encore la perfection. C'est là où ça pêche. Je suis tout à fait d'accord sur l'animation, c'est saccadé, très souvent saccadé. La mise en scène, je pense qu'elle est aussi là, je suppose, entre autres pour cacher les défauts de certains effets spéciaux. Tu vois, je pense qu'il y a aussi un peu de ça, le côté un peu trop cut et tout ça. Donc, ouais, après, il y a certains effets qui sont clairement moins réussis, on va pas se mentir, mais globalement, en regardant le film, je me suis dit, ouais, quand même, c'est quand même vachement bien fait niveau effets spéciaux, par rapport à ce à quoi je m'attendais. Oui. Oui, moi en fait, j'étais pas vraiment au courant. Bah, tu m'as appris du budget global, quoi, total. Je me suis pas vraiment renseigné sur ça. C'est pas un truc qui me passionne, mais c'est vrai que c'est intéressant. Mais non, du coup, quand tu me le dis, parce que j'avais peut-être pas mesuré du coup que c'était peut-être le film de Hong Kong le plus cher de l'histoire, ou en tout cas un des plus chers. Mais ça se voit quand même. Mais encore une fois, à l'aune de ce qu'est le cinéma hongkongais. Et, euh, et moi, je trouvais même que dans Wandering Earth, je sais pas si tu l'as vu, le film du chinois là, du continent de science-fiction, mais parfois il y avait un petit peu quelques soucis aussi au niveau des effets spéciaux, mais je pense que c'était un budget beaucoup beaucoup plus gros. Là, en fait, on sent que c'est un gros budget, mais à l'échelle d'une industrie, qui est l'industrie de Hong Kong, qui est devenue microscopique. Et en fait, du coup, ça se voit même au niveau des. On va partir après sur les enjeux, sur le scénar, sur tout ça, mais ça se voit que c'est quand même très resserré. Même en termes de. Moi, j'ai des potes qui jouent dedans, là, je les vois en figurant dans les. C'est marrant dans les soldats ou dans les, tu sais, à la fin, là, un peu vers les habitants qui se prennent un peu les trucs dans la gueule et tout. Et marrant, j'ai deux, trois potes qui ont fait ça. Ça a fait travailler beaucoup, beaucoup de mes potes d'ailleurs. Je suis assez content de ça. Et globalement, beaucoup de monde, mais tu sens qu'il n'y a pas il y a pas énormément de monde, en fait, dans ce monde, en fait. Il y a pas beaucoup de personnes. Tu sens que c'est beaucoup plus resserré. Ouais, c'est Et, ouais. faussement grand à des moments. Oui, oui, Et c'est ça. d'ailleurs, C'est ça. ouais, on en parlera après au niveau du scénario, mais je suis assez d'accord. Tu as une espèce de fou. Mais c'est pas spécialement gênant parce que les effets spéciaux arrivent quand même à Mhm. combler ça. Mais oui, en effet, il y a une espèce de grand petit qui se fait Ouais. sentir. C'est un peu Oui, particulier. et d'ailleurs, il y a tout ce truc autour du nom de la zone où tout se passe, où toutes les actions se passent. En fait, ils appellent ça la zone B16, comme s'il y avait un truc plus gros, tu vois, enfin, comme si ça se passait pas vraiment à l'échelle du monde, mais enfin, ça se passe à l'échelle du monde, mais dans une zone spécifique. Un petit peu en fait, ils disent pas que c'est Hong Kong, ils disent que c'est la zone B16, comme si, tu vois, ce truc appartenait à un truc plus gros, sous-entendu la Chine, tu vois, derrière, ou Ouais. quelque chose de plus grand. Il n'y a pas une portée. Dans Wandering Earth, il y avait vraiment la Terre qui se déplaçait et tous les pays du monde qui étaient là tu vois, pour la pousser. Et là, on est dans un truc beaucoup plus resserré, mais du coup, qui correspond totalement à l'image et à l'ambition et même au côté un peu. Enfin, du coup, il y a une espèce d'enclosure, il y a une prison parce que il faut un petit peu aussi enfermer Hong Kong dans une dimension beaucoup plus petite. Je pense que c'est aussi pour ça peut-être que le film a pris du retard et tout par rapport à un film comme Wandering Earth parce qu'ils l'ont pratiquement produit peut-être pas en même temps, mais il devait sortir il y a très longtemps, Warrior of Future. Et je pense qu'ils voulaient pas mettre les deux gros projets de science-fiction en même temps. Ils voulaient faire d'abord péter le chinois du continent en premier, et d'ailleurs ça se voit en termes d'ampleur, et ils voulaient garder le petit truc de science-fiction parce que Hong Kong est devenu un cinéma de seconde zone pour le continent. Enfin, il y avait un truc un peu, je ressens un truc un peu comme ça. Je sais pas si, je sais pas si c'est vrai, mais tu sens que voilà, ouais, faites votre truc dans votre coin, on va vous produire votre film de ouf avec beaucoup, beaucoup de millions, mais voilà, restez dans une histoire assez simple et pas une ambition démesurée. Et moi, en fait, naïvement, je m'attendais, mais comme beaucoup de fans de cinéma de Hong Kong, naïvement, je m'attendais à un truc un peu plus démesuré, un truc comme Wandering Earth qui dure 2 heures, 2h30 qui se passe à l'échelle de la Terre. Mais là, on est vraiment dans une petite histoire, en fait. Mais je trouve que c'est ce qui le rend plus hongkongais, tu vois, 1h45. Oui, bien sûr. Moi, je trouve que il a un peu, alors, c'est un peu compliqué à expliquer, mais au niveau du goût, c'est clairement pas du cinéma hongkongais, on va dire de la grande époque, mais je trouve que on sent une espèce de, tout simplement, d'évolution dans le temps, pas d'évolution, mais d'évolution dans le temps de ce qu'est le cinéma de Hong Kong. J'ai senti, peut-être que j'ai tort, mais j'ai cru sentir un petit côté vraiment Hong Kong dedans. Ah oui, Enfin bien bon, sûr. après il y a la langue, il est tourné en cantonais et tout ça, mais je veux dire Oui, globalement. oui, oui, mais ça, du coup, c'est marrant parce que je pensais pas.
tu vois, à l'aune on dit que voilà, le cinéma chinois écrase le cinéma. Donc, en fait, je vois plus le truc comme on vous produit votre truc, vous pouvez parler en cantonais avec vos acteurs, avec vos histoires, avec vos ambitions, avec vos effets spéciaux, mais quand même, ça doit rester quand même un truc plus petit. Ça doit être un petit peu en dessous. Et je ressens ce truc, en fait. Ouais. C'est-à-dire que voilà, tu dis quand même, voilà, c'est quand même, on appartient à un pays qui est plus gros. Et Mhm. par contre, si vous acceptez ça, on vous fait votre truc pété de thunes à je sais pas combien de millions, comme ça, moi, je ressens un peu le truc comme ça, globalement. Et donc, en Ouais. fait, il y a tout ce débat de, est-ce que les fans de Hong Kong acceptent que ça se passe comme ça ou pas? Est-ce que, tu vois, voilà, ça, c'est un autre débat. Mais moi, je rentre pas dedans parce que les deux ont raison, en fait. Tout le monde a un peu raison parce que tout le monde a sa sensibilité, mais moi, je le vois un peu comme ça. Et après, qu'est-ce qu'on y perd? Qu'est-ce qu'on y gagne? Tu vois, c'est toujours un peu le truc de ce genre-là. Bah, on va du coup partir sur le casting, hein, puisque le film est entre autres produit en partie par Louis Kho, qui Ah a oui, un des rôles voilà, principaux. Il y bien a sûr. donc, le célébrissime Sean Lowe. Bon, comme j'ai dit, à part depuis quelques 2 ans, j'ai jamais entendu ce nom pour lui. Toujours entendu plutôt sur son nom chinois, Lao Xingwan. Et Légendaire, ouais. excellent acteur. On a Karina Voilà. Lau aussi. Mais qui est magnifique dans le film, ouais. Ouais. Très bien. Et tu te souviens, hein, dernièrement, sur une autre chaîne, on parlait des nouveaux acteurs qui sont un peu passe-partout, qui n'ont rien de spécial. Revoir Oui, ces je vois ce que acteurs. tu veux dire. Oui, non, mais tu vois ce que je veux dire, revoir ces acteurs, qu'est-ce que ça m'a fait du bien. Je trouve qu'ils ont une présence au niveau de leur gueule et tout. Tu vois, Karina Lau qui fait la militaire, bon, on peut trouver peut-être qu'elle est un petit peu au niveau du physique, mais au niveau du visage, et puis Non, comme elle non, est, graphiquement, elle est excellente. C'est un personnage de comic book, de pulp, tu vois, elle est vraiment excellente. Et en plus, elle rappelle un peu les persos de Girl with Gun des années 80, un peu comment expliquer, celle qui dirigeait un peu l'équipe dans des trucs. C'est un peu le côté femme forte, mais en même temps chef, tu vois, Mhm. qui commande des troupes. Il y a un peu ce côté-là. Alors, malheureusement, là, on parle vraiment que du côté. Moi, je parle vraiment du côté graphique. Je trouve qu'elle est stylée avec son béret, sa tenue, le côté un petit peu dur comme ça, militaire et tout. Je la trouve. Moi, c'est mon personnage préféré visuellement dans le Mhm. film. Pas narrativement, mais visuellement. Non, mais ce que je veux dire, c'est elle arrive à avoir une gueule qui fait que bah, tu crois quand même à ce grade, tu vois ce que je veux dire, à son rôle dans l'armée. Oui, oui. Et globalement, les acteurs qu'on a là, alors bon, tu me diras, oui, mais c'est parce que t'es un vendu, c'est parce que tu les aimes depuis longtemps, blablabla. Mais je trouve que par rapport à d'autres choses qu'on a déjà critiquées ailleurs, euh, bah, ils ont une présence, ces acteurs, ils ont une gueule, ils ont quelque chose. C'est pas des acteurs passe-partout, je suis désolé. Ils ont quelque Oui. chose, ils ont un truc. Ah, Voilà, c'est tout. carrément, carrément, carrément. Après, c'est vrai que oui, nous, on est habitués à un cinéma de Hong Kong et moins peut-être à un cinéma enfin, plus récent ou continental par rapport aux acteurs. C'est vrai on vient quand même d'une période où on a baigné dans le cinéma de Hong Kong où tous ces acteurs-là étaient extraordinaires en termes d'iconisation. Ils ont fait des grands rôles, donc tu te souviens quand même d'eux. Ils ont quand même. Moi, à titre personnel, le Louis Co est très bien comme d'habitude, mais puis c'est surtout le producteur et celui qui sert le truc, donc il se met en avant, etc. Mais il est un petit peu classique, quoi. Il est classique héros. Et Lo Ching-wan, moi, depuis quelques films, malheureusement, moi j'adore Lo Ching-wan. Hein. Je suis un fan de la première heure. Il y avait Chow Yun-fat, Lo Ching-wan dans le polar, c'était mes acteurs préférés. Et c'est vrai que ça me fait parfois un peu chier de le voir un petit peu vieux. Je le trouve un peu limite, si tu veux. Mais ça, c'est personnel. Hein. C'est un truc, je comprends que j'en ai parlé avec Jonathan, il trouvait que lui, pas du tout. Il arrivait à. Moi, j'aime bien son rôle dans le film, mais l'acteur, visuellement, je le vois moins dans les trucs d'action. Je trouve Ouais. il devrait peut-être faire autre chose. Mais c'est mon avis, tu vois. Il est trop vieux pour ses conneries visuellement, on va dire, au Oui, moins. visuellement, oui, oui. Et après, bah, tu as l'excellentissime Philippe Keung, qui est un petit peu le second rôle mythique du cinéma de Hong Kong actuel, hein, qui a commencé pour les fans de cinéma de Hong Kong. Et d'ailleurs, c'est un très bon ami d'un pote à moi et de mon chifou Sharon, et ils se connaissent très bien. Il a commencé dans un tout petit rôle dans Angel Terminator, dans le film Angel Terminator, dans les années 90. Et c'est vraiment devenu depuis 10 ans l'acteur second rôle par excellence. Il a même eu des prix, etc. Vous l'avez vu dans Shockwave 1 et 2, je crois, dans plein, plein, plein de gros films. Et il joue toujours un peu ce second couteau qui, là, je trouve visuellement excellent. Pour moi, c'est le meilleur acteur du film. Il est excellent visuellement avec ses dreads et tout, il est super travaillé au niveau du design. Et en plus, je trouve le personnage rigolo et plus vivant que les autres. Je trouve qu'il y a un côté un peu plus vivant. Mais pour moi, Philippe Keung, il correspond vraiment à l'acteur de Hong Kong qui devrait maintenant passer à des premiers rôles. Il est un petit peu trop en retrait. Bon, là, il partage l'affiche un peu,
J'aimerais bien le voir dans des premiers rôles. Ah, il est clairement en second rôle. Hein, là. Ouais, malheureusement. Et il est souvent en second rôle. C'est souvent un second rôle. Donc j'espère qu'il ne restera pas que en tant que second rôle, mais il a déjà eu des prix pour des seconds rôles. Il a fait Tracy aussi, qui a très bien marché à Hong Kong, ou en tout cas qui a eu un succès d'estime, et où, qui a un film plus intimiste, mais où voilà, il a un certain, les gens l'aiment beaucoup en fait. Il représente bien encore ce type d'acteur hongkongais, avec cette gueule particulière, avec cette diction, ce charisme, et puis un truc voilà, que les jeunes générations n'ont pas forcément. C'est déjà quelqu'un qui est âgé, il a au moins 50 ans, mais un peu comme des mecs comme Gordon Lam dans Limbo, voilà, des mecs qui sont issus des années 90, qui ont un petit peu commencé dans les années 2000 et qui ont explosé dans les années 2010. Et pour moi, voilà, c'est des gens qui sont vraiment, vraiment importants, je trouve, et à mettre en avant. Voilà, encore un personnage, bon, il est travaillé visuellement, ça c'est une chose, mais encore une fois, l'acteur, il a un truc qui se dégage. Et c'est clair que le fait qu'il soit plus ou moins, je sais pas si le personnage est pas, mais qu'il ait son truc, il y a un style, il y a quelque chose qui se dégage du personnage. Et là, évidemment, je tacle certaines productions, comme vous savez, actuelles, on va dire, sinon hongkongaises, où je trouve qu'ils mettent des acteurs jeunes qui dégagent. Oui. Bien sûr. Mais et d'ailleurs, il y a un acteur qui dégage que dalle dans le film. Pour moi, c'est vraiment un choix, mais j'ai pas compris ce choix d'acteur en termes de charisme, en termes de, tu sais, c'est la jeune recrue là. Qui en fait, je me suis renseigné, mais je m'en doutais, c'est effectivement un acteur du continent, de Chine continentale, et qu'ils ont ajouté comme ça pour faire une intrigue amoureuse un peu à l'eau de rose, mais que tu as vu 1000 fois, juste pour amener de la jeunesse et un récit qui n'en avait pas forcément besoin, parce qu'en fait, ce personnage, il sert pas à grand chose. On est vraiment dans le truc des vieux qui reviennent faire un baroud d'honneur dans un cinéma un peu. Donc là, c'est vraiment pour la porte d'entrée pour le continent. Peut-être qu'il est connu dans des séries ou que c'est un chanteur ou un machin. T'as pas trouvé qu'il y avait aussi le côté la jeune génération qui se fait sauver par les vieux de la vieille? Oui, mais ça c'est très bien d'ailleurs, parce que ça correspond plus ça correspond plus à ce qu'est le film en fait. Hein. Ça repose sur ça, le cinéma de Hong Kong. En fait, on fait du cinéma de Hong Kong un petit peu aseptisé et adapté à l'époque de maintenant pour un marché chinois plus global, parce que finalement les Chinois continentaux aiment plus ce type d'acteurs maintenant parce qu'ils ont du retard par rapport aux productions, et les Hongkongais eux sont beaucoup plus blasés de ça, mais le film a quand même marché à Hong Kong, donc c'est quand même à relativiser ce que je dis, parce que ça a quand même fonctionné. Et après, t'as je sais pas si tu veux en parler trop, mais il y a quand même Nick Chung qui pour moi est assez problématique dans le film, puisque il joue encore moins que Steven Seagal, et enfin moi je l'ai trouvé, j'ai pas compris en fait. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, il a un personnage figé du début à la fin. Alors peut-être que tu vas me faire changer d'avis, j'en sais rien, peut-être que j'ai pas compris le personnage, mais je l'ai pas compris. Alors Nick Chung, c'est quelqu'un de pareil, de très important dans le cinéma de Hong Kong, qui a commencé sa carrière dans les années 90, 2000, et qui est très 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 populaire en Chine continentale aussi, puisque donc il n'est pas là pour rien. C'est habituellement quelqu'un qui s'investit beaucoup pour ses rôles. Dans Unbeatable, par exemple, de Dante Lam, il avait fait de la muscu, il s'était entraîné au MMA, il avait pris un corps. Je sais pas si tu l'as vu, ce film, il était pas mal du tout. Mais j'en ai fait une vidéo sur la chaîne. Ah ben super, que j'ai pas vu d'ailleurs. Ouais. Ok, bah super, je la verrai. Mais en tout cas, oui, habituellement c'est quelqu'un qui s'investit. Et c'est un ancien flic en plus d'ailleurs. Je crois qu'il a commencé dans la police un peu. Alors peut-être pas comme Danny Lee, parce que Danny Lee c'était le flic sur écran, mais je sais pas s'il a commencé en tant que flic. Mais en tout cas, Nick Chung c'est quelqu'un qui avait été policier, je crois, et qui a fini par être acteur. Et alors là, j'ai pas compris. Voilà, il joue voilà, on va pas spoiler parce que. Mais en gros, il joue un personnage un peu particulier et il est inexistant, vraiment inexistant, et pourtant c'est pareil visuellement, je trouve que le design est travaillé et tout, mais voilà, il y a un souci au niveau de l'acteur. Après, je sais pas si toi tu aimes Nick Chung ou si tu te souviens de ses films et tout, mais c'est pas forcément un acteur qui a marqué beaucoup de monde, mais il est assez connu dans le monde chinois. Globalement, c'est pas un acteur que je surkiffe ou qui m'a spécialement marqué. Je l'ai vu dans des films sympas et tout, mais là, tout de suite, pas spécialement. Et d'ailleurs, dans le film, je pense en fait que son personnage est pas très intéressant. Je pense que c'est juste que même l'écriture du personnage est en retrait. Tu vois. Oui, mais bon, c'est quand même pas. Je veux pas spoiler parce que spoiler. Voilà. Mais c'est que si, en fait, pour moi, il a quand même son importance. Mais c'est vrai que moi. Attends, il a son importance parce qu'il y a quelque chose et il est là. Mais je veux dire, c'est pas. Je veux dire, c'est
l'important, franchement, on va pas se mentir, c'est les trois principaux qu'on a cités. Les autres, c'est des électrons qui sont autour, quoi. C'est pas faux. C'est pas faux, t'as raison. Mais peut-être aussi que j'ai une attente par rapport au fait que moi je l'aime bien et que peut-être j'ai un affect particulier. Après, bon, juste pour la petite info, le grand public, vous l'avez peut-être vu il joue dans Breaking News. Hein. Je parle pour les gens c'est le flic dans Breaking News pour vous situer à peu près. Et effectivement, moi, bon, c'est pas pareil, c'est pas un de mes acteurs préférés, mais je l'ai vu beaucoup plus investi dans beaucoup plus de rôles. Et là, ce qui m'a choqué, je sais pas, et j'ai l'impression qu'il est venu une après-midi pour faire un truc et que ça le saoulait. Enfin, j'ai pas compris. Et pour jouer moins que Steven Seagal, il faut vraiment le faire. Il faut vraiment c'est particulier. Et à la fin, vous verrez, il bouge un sourcil à la fin. Moi, j'aime les jeux d'acteurs. J'aime les jeux d'acteurs statiques, mais là, j'ai pas compris. Peut-être que ça a été fait exprès, mais voilà. Après, Là, le côté statique, j'en dis pas plus, mais c'est ouais, possible, puisque le personnage est statique. mais il est complètement statique. Voilà. On peut partir peut-être sur la mise en scène générale. Hein. Alors, Oui, moi, je vais juste commencer pour dire que je trouve le film globalement. Alors, c'est lié aux effets spéciaux forcément, hein, mais c'est globalement beau. Je trouve qu'il y a tout ce qui est lumière, tout ça, c'est beau. Ça aide justement à. Tu sens que c'est fait pour les effets spéciaux. En fait, l'autre star du film, à part les trois principaux acteurs, ce sont les effets spéciaux. Donc, tu vois que c'est fait un peu pour les effets spéciaux et tout ça. Mais globalement, comme le film est rempli d'effets spéciaux, malgré leur qualité, il y a un truc général qui se dégage du film, avant même de parler au montage, angle de caméra et tout ça. C'est que je trouve que dans le film, il y a tout qui fait faux. Il y a rien qui sent le contact et tout ça. Et du coup, euh, je trouve, bon après on peut aussi parler de la mise en scène, c'est un peu lié à ça, mais du coup, je trouve que ce film, au niveau de la mise en scène et de ce qu'il fait, finalement, il perd son goût hongkongais. Je trouve qu'il a un côté un peu américain. Tu vois. J'ai l'impression que c'est un film qui essaye de viser le marché international d'une certaine manière. Peut-être, comme tu as dit, parce qu'en Chine, ils ont essayé de gentiment le minimiser, on va dire, pas méchamment, mais gentiment le minimiser, et qui vise plutôt l'international, d'où un côté plus américain. Et du coup, ce mélange, on va dire, hongkongais, moderne, à effets spéciaux, et qui vise un peu l'international, je trouve, là je pars je trouve que ça lui donne un petit côté film coréen. Ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais il y a ce truc en Asie actuellement je remarque, y compris dans les films, dans les productions du continent, y compris dans les productions indiennes, par exemple, que je vais souvent voir au cinéma. Il y a quand même cette volonté de faire, dans le fond, des films qui leur sont propres au niveau culturel. Hein, c'est quand même ça. Le fond reste chinois, indien, coréen, etc. Mais visuellement, c'est vrai que les Asiatiques se sont toujours inspirés enfin, souvent en tout cas. Hein, je sais pas si tu vas me contredire là-dessus, mais même à l'époque du grand cinéma de Hong Kong, au niveau de la forme, on s'inspirait des plus grands réalisateurs occidentaux. Et souvent, en fait, il y avait souvent cette influence quand même au niveau de la forme. Hein. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression qu'ils aient inventé des formes spécifiques de cinéma autres que dans l'action ou dans des trucs plus spécifiques comme le kung-fu ou qui ont un rapport avec leur culture, tu vois, au niveau de la forme. Mais peut-être que je me trompe. Hein. Alors, moi, ce ne serait pas tant dans la forme, justement. Moi, je dirais que parfois, ce qu'ils font, c'est qu'ils reprennent le principe d'un film, mais justement, la forme, elle, est finalement très hongkongaise, très rapide, très, tu vois, très, par exemple, action, très boum boum, tu vois. Je pense à des films, par exemple, si tu prends par exemple Dragon Family, qui reprend Le Parrain, sauf que c'est un film d'action, quoi, tu vois. Tu prends, je sais pas moi, tu prends Gunman, qui reprend Les Incorruptibles. Finalement, c'est Les Incorruptibles, ces deux films, c'est Les Incorruptibles et Le Parrain, et en même temps, ça n'a rien à voir. Tu vois. Donc moi, c'est pas tant la forme qui est reprise, parce que sinon, ils auraient fait des films de gangsters, par exemple, qui seraient lents, tu vois ce que je veux dire, qui prendraient leur temps. Oui, mais non, mais je me suis mal exprimé. En fait, c'est pas la forme, pardon. Mais non, en fait, c'est J'ai envie de plus dire la base de la pizza. en fait, c'est plus les concepts et les histoires, en fait. Et après, à chaque fois, tu vois, il reprenait une balle dans la tête. C'était un peu une inspiration de l'histoire de Voyage au bout de l'enfer, mais en même temps, ils en faisaient un truc personnel. En fait, ce que je voulais dire, c'était pas forcément ça. C'est plus au niveau de l'influence, quoi. Tu sentais qu'ils regardaient et regarder un peu du côté de l'Occident parce que quand même il y avait des trucs, mais après ils se réappropriaient le truc. Moi je trouve qu'aujourd'hui ils font la même chose, sauf qu'ils s'inspirent des trucs occidentaux, mais même narrativement, même en fait, tu vois, enfin ils s'alignent en fait sur des canons du cinéma de blockbuster occidental, mais le canon du cinéma de blockbuster occidental, bon moi peut-être que toi t'aimes bien, je sais pas ce que t'en penses, hein, mais moi
globalement, j'ai un peu lâché l'affaire. Donc, je suis un peu déçu parce que c'est souvent un peu aseptisé. Et donc, du coup, ils ont tendance à faire ça aussi au niveau de cette espèce de truc de se dire on va se mettre au standard mondial qui est beaucoup plus souvent occidental, en fait. Bah, en fait, moi, là où ça me dérange, c'est que bah, moi, ce que j'aime bien, c'est que chaque pays nous offre sa vision du cinéma, ses saveurs de cinéma, et quand on a tendance à s'aligner, c'est ça le terme, tu as trouvé le super terme de s'aligner, bah, je trouve qu'on perd de cette saveur, on perd de ses Oui, spécificités, et donc c'est dommage. Et c'est dommage, c'est tout. Mais après, blockbuster, pas blockbuster, ça dépend qui est derrière, qui le réalise et avec quelle ambition. Mais globalement, c'est vrai qu'on peut parler de la mise en scène de ce film. Comme on a dit, oui, c'est des effets. J'ai trouvé les scènes d'action pas très bien foutues, hein. C'est hyper cut, c'est très. Alors il y a des coups de caméra qui sont un peu, on va dire, innovants. Tu vois, il écrase la tête, la caméra dézoome, des trucs comme ça, tu vois. Mais une bouillée d'effets spéciaux qui aide pas, et une caméra qui coupe trop, qui est trop dynamique et qui rend le truc bordélique. À des moments, j'ai un petit peu pensé, ça n'a rien à voir, mais un peu dans la sensation à Transformers, tu vois. oui, bien sûr. Mais de toute façon, après, c'est un patchwork d'influence de plein de trucs. Bah, peut-être à bien reconnu, de toute façon, tous les trucs, les Terminator et compagnie, Bah oui. ils vont même jusqu'à citer carrément le chinois du continent. Enfin, son rôle, il s'appelle Connor. Le truc qui dirige la machine, ça s'appelle Skynet. Les hélicoptères, c'est carrément les trucs de Terminator du début. Il y a du Transformers, comme tu as dit. Il y a du Gravity, il y a du Pacific Rim. Un peu comme ce que Wanda Earp avait fait, sauf que je trouve que Wanda Earp le fait un peu mieux. Là, c'est vrai que bon, ils s'en cachent même pas pratiquement. Ils se disent, ouais, en fait, on n'est pas là pour forcément innover, on est là pour faire un spectacle en s'alignant. Et en fait, vous savez ce que vous allez voir globalement et on assume ce qu'on est plus ou moins en copiant des trucs, en fait. C'est Mais, plus mais, ça que mais ça, c'est ce qu'on a dit juste avant, toi, qui reprennent un peu des petits trucs et qui le fassent à leur sauce, ce qui a toujours été fait oui, d'une ça certaine a manière. toujours été comme ça. Mais, Ça, je suis d'accord avec toi. mais c'est clair que la partie où on lâche un peu les gros insectes, on va dire, pour se battre contre le, contre le robot, franchement, je me suis dit, en fait, ce film, ça aurait pu être une suite à un Terminator, dans le futur post-apo, quoi. Ouais, tout à fait. Mais après, pour te parler de réel pur, en fait, ce qui m'a dérangé, c'est que, ouais, en fait, c'est pas un film de réalisateur. C'est pas un film où on t'amène une ambiance, on t'amène des personnages, alors par la narration, le scénario, ok. Déjà, ça y est pas, tout est un peu balancé comme ça. Ah oui, au début, tu as une Et voix on- off. Ah ouais, mais le début, c'est n'importe quoi. T'as des espèces de cuts comme ça, de moments, et ça va super vite, et en fait, t'as l'impression qu'il manque plein de moments. Bon, à la rigueur, moi, le rythme rapide, comme t'as dit, de Hong Kong, bon, ça me plaît, tu vois. Et en plus, et de dire, on fait un film d'action pour vous divertir, ça a toujours été l'esprit du cinéma de Hong Kong qu'on aimait, et ça a fait des films, et je parle pas de tous les films, mais globalement, ça a toujours été un cinéma de spectacle, de divertissement, une industrie qui était en flux tendu, qui rapportait de l'argent, etc. Ça a toujours été comme ça. Ça, c'est le cœur. Si vous aimez pas, si les gens vous attendent toujours à du grand cinéma d'auteur, machin, Hong Kong, c'est pas un lieu fait pour ça. Souvent, la paternité des films, tu savais pas à qui le donner. T'avais souvent trois ou quatre mecs sur le même film, tu savais pas. C'était plus le producteur qui choisissait, t'avais l'angle du public, du machin, c'était un peu compliqué. Et là, je trouve que ça va. Mais d'un point de vue réel pur, excuse-moi, j'y reviens. Moi, par exemple, la scène qui m'a un peu moi, je l'ai vu avec Jonathan, et Jonathan, c'est quelqu'un qui aime beaucoup le cinéma d'horreur et le cinéma ambiance comme ça. Donc, il m'a dit, il y a la première scène d'hélico, là, qui est pas mal et tout, qui est sympa, la scène de combat aérien, machin. Et t'as la deuxième scène, qui est la scène de l'hôpital. Et là, il m'a dit, putain, là, s'il se foire, enfin, s'il réussit, c'est cool. S'il se foire, je vais. Parce que lui, je pense qu'il avait des attentes par rapport à ça. Et c'est vrai qu'effectivement, je lui ai dit, au moment où les monstres arrivent, au moment où Lo Ching-wan vient sauver le Luiko, machin, tu t'y attends, mais enfin, c'est pas que tu t'y attends, mais en fait, c'est pas amené. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'es pas surpris. C'est pas amené, il n'y a pas d'effet de surprise. Le truc arrive, le mec le sauve, mais c'est comme si tu regardais un jeu vidéo. Enfin, tu vois, enfin, je sais pas comment expliquer. Il n'y a, pas de- il y a pas de création de suspense, en fait. Ce Ouais, qui il se y a passe, c'est que rien. le but n'est pas de créer un suspense, c'est plus Non. la surprise. Là, je reviens sur évidemment Hitchcock qui expliquait la différence entre la surprise et le suspense, mais c'est plus la surprise du gars qui arrive, même si tu le sais, et c'est plus du rythme que de l'action, que du suspense. On n'est pas dans Alien, dans le premier. On est plutôt dans le deuxième, j'ai envie de dire, d'une certaine manière. C'est-à-dire, on est Ouais, plus dans l'action. Tu vois. mais même en termes de réal, le choix d'angle de caméra qui fait à ce moment-là pour faire surgir le Chingwan dans le plan, je le Pas trouve ouf. bidon, quoi. Ça me Ouais, non, fait il est pas pas. ouf. En fait, je me dis pas, ah ouais, putain, son pote était là, tu vois. Donc il y a ni suspense au niveau narratif, ni suspense au niveau du. Il y a une surprise, mais qui est à distance. Et souvent la caméra est, je trouve, à distance. On est à distance de tout, en fait. Et les Mm. monstres, pareil. Pareil, c'est ce que j'avais dit à Jonathan. Je dis, tu mets ça à un bon réalisateur qui sait filmer.
mais la bestiole, tu l'amènes progressivement, je sais pas, sous un couloir. Il y a une gamine aussi dans le film qui est un peu ce qui fait penser d'ailleurs à Alien 2. Hein. Tu as cité Alien, Alien, il y a ce truc-là, la gamine qui est emprisonnée dans l'hôpital avec les monstres et tout ça. Et je sais pas, le truc, tout arrive un peu comme ça, à l'avenant, en fait, comme si c'était un peu saupoudré comme ça. Alors, c'est assez beau visuellement au niveau des effets spéciaux, mais il n'y a pas de réalisation, il n'y a pas d'ampleur à ce niveau-là. Voilà, j'ai cité cette scène juste Ouais. pour illustrer mon propos, Et je te dis, c'est exactement ce que je pensais en regardant cette scène, globalement. Je me suis dit, euh, parce que encore le début, les hélicoptères qui bombardent, machin, des immeubles, tu dis, bon, caméra intérieure dans l'hélico, là, qui, tu sais, c'est ce plan un peu connu du cinéma où t'as le mec à l'intérieur du cockpit et puis t'as la caméra le cockpit qui tourne et puis la caméra qui est dans le cockpit et tout ça, c'est un truc qu'on a vu plein de fois. Donc ça fonctionne pas mal. Non, mais je veux dire que là, il y a plein d'effets spéciaux et tout, c'est normal. Mais après, là, on est dans une zone où, Ouais. comme je t'ai dit, j'ai l'impression que la mise en scène était là, entre guillemets, pour cacher les effets spéciaux. Alors, attention, c'est pas qu'il y a du brouillard, c'est pas qu'il fait sombre, tout ça. Ils Oui, ont pas utilisé non, des non, astuces de merde non plus pour cacher les effets raison. spéciaux. Mais j'ai un peu l'impression que le fait que ce soit cuté, comme j'ai dit, tout ça, c'est pour éviter qu'on voit le côté trop saccadé des mouvements, etc. Oui. D'ici là, les interactions des acteurs avec les monstres, je les ai trouvées incroyables. C'est-à-dire, tu te dis pas à aucun moment que le mec, il est tout seul en train de bouger dans le vide. Je pense que c'est de la motion Oui, capture et tout ça c'est comme vrai. ça. Ouais, mais parce que Mais, le grain, enfin la texture est vraiment bien foutue. ouais. Et le Et design puis, du monstre est pas mal. et tout ce qui est gestion des couleurs, des filtres, de la lumière et tout, est fait pour mettre en avant les effets spéciaux. C'est pour ça que on voit que le film fait référence à des films de James Cameron, et j'ai dit que c'est un côté de James Cameron, dans le sens c'est un mec des effets spéciaux qui fait un film. Après, James Cameron, c'est James Cameron. Mais je veux dire, Ah oui, oui, c'est la comparaison était juste au niveau de ce qui est ouais, mais comparable. je comprends tout à fait. Ouais, oui, en fait, cette scène-là, voilà, typiquement, ça, c'est un moment où parce que, en fait, globalement, pour moi, le film, il est construit sur 5 scènes d'action. Et Mhm. en fait, narrativement, en fait, il t'amène un espèce de truc bidon pour une espèce de truc que tu as vu 1000 fois pour t'amener à chaque scène d'action. Mais j'ai envie de vous dire que ça, c'est typiquement ce que Hong Kong fait depuis la nuit des temps. Le cinéma de Kung Fu, enfin, même s'il y a des très grands films très bien écrits de Kung Fu, mais globalement, hein, tu vois, je parle toujours globalement, hein, je dis pas, il y a des très grands films de Kung Fu, hein, Lu Liang a fait des trucs, on a fait une émission dessus, autant dans le fond que dans la forme, dans ce que ça raconte, c'était incroyable. Mais globalement, c'est souvent des films en termes d'action, avec un fil narratif un peu simple, voire simpliste, qui t'amène à des grosses scènes d'action. Et tu as même d'ailleurs des films dont on a parlé sur ta chaîne, comme à toute épreuve, qui sont 3 grosses scènes d'action, ou je sais plus, ouais, 3 grosses scènes d'action, et avec une histoire bidon, mais là, tu as quand même une richesse dans les thèmes et dans la mise en scène qui rattrape le truc. Là, t'as pas ça, mais quand même, au niveau de ça rappelle quand même bien le cinéma de Hong Kong, le fait de t'amener à chaque scène comme une espèce de spectacle à chaque fois, et dans 5 genres différents. T'as la première, c'est. Attends, excuse-moi, vas-y, Ouais, excuse-moi. non, non, je voulais juste dire que, et aussi un truc qui fait très hongkongais, c'est que tu peux identifier chaque scène. La scène de l'hôpital, la scène des hélicos, Ouais, c'est ce que la j'allais te scène, dire. on va dire, du parcours. Tu vois ce que je veux dire? La scène Ouais, du là, robot, la scène du camion et du absolument. robot. Tu vois, je veux dire, Ouais, ce t'as la sont des scènes, course-poursuite, voilà. ouais, t'as la course-poursuite, la guérilla urbaine, le truc aérien, le film d'horreur un peu ambiance, et puis la scène du gravat. Moi, je vais en parler de cette scène, j'adore, hein, cette scène perso, Mais tu mais vois ce que je veux vas-y. dire? Avec un mot, tu arrives à décrire la scène, les gens vont dire, ah oui, je vois laquelle c'est. C'est pas, oui, tu sais, la scène où ils se fight, numéro 57, où ils reprennent les mêmes trucs. Et ça, c'est aussi très Hong Kong, c'est-à-dire que, et pas que Hong Kong, on va dire un bon film d'action tout court, hein, d'ailleurs, hein, en réalité. Hein, je dis Hong Kong parce qu'on est là, mais c'est que les scènes d'action ne doivent pas être une répétition de la millième scène d'action passe-partout. Il faut qu'il y ait quelque chose, une identité. Oui, et c'est pour ça que moi, je l'ai trouvé en accord avec ça au niveau du cinéma d'action et généreux dans ce cadre-là. Mais sauf qu'évidemment, ce qu'on aimait dans le cinéma de Hong Kong à l'époque, c'est que les mecs faisaient tout eux-mêmes et puis que, évidemment, mais là, du coup, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut accepter que le cinéma de Hong Kong rentre dans le rang, rentre dans le moule pour apprécier. Mais après, je comprends que certains, des puristes, diront non, mais le cinéma de Hong Kong, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Moi, voilà, j'ai envie de me laisser emporter par ce truc. Mais je peux comprendre que des gens se disent non, 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 le cinéma de Hong Kong, c'était ça. Donc voilà, ça, je comprends. Mais en termes d'esprit, on retrouve ce que faisait Hong Kong avant, sauf qu'ils ont rajouté des effets spéciaux et que c'est moins authentique forcément, mais ça évolue aussi avec son temps, donc voilà. C'est pour ça que je dis qu'il y a quand même un goût de film de Hong Kong dedans, malgré tout. Absolument, On a beau dire ce qu'on absolument. veut, c'est un Hong Kong qui s'est blockbusterisé, où il y a plus d'effets Voilà. spéciaux. C'est pour ça que j'ai dit, c'est un film de Hong Kong moderne, avec les défauts et, entre guillemets, l'héritage, les qualités, tout ce qu'on veut. Tu y perds des trucs, mais en fait, je trouve que c'est un film quand même assez historique, parce que finalement, c'est quand même le premier film d'action hongkongais
où tu te dis, ouais, en fait, les mecs, ça y est, ils font plus les choses par eux-mêmes. Ça y est, en fait, ils ont accepté l'idée. Alors, il y aura forcément d'autres films de kung-fu, d'action, il y aura encore un petit peu, je pense, mais ils ont accepté l'idée de se dire, OK, on rentre dans le truc, dans le spectacle de science-fiction. Et en fait, là, on perd vraiment de l'esprit initial de cinéma de Hong Kong, mais en même temps, il y a aussi cette proposition de se dire, bah, de rentrer dans Avatar, quoi. De rentrer enfin, tu vois, de rentrer dans moi, je cite Avatar parce que pour moi, voilà, c'est la mec, on va rentrer dans un cinéma, voilà, de performance capture, d'effets spéciaux, et qu'est-ce que ça va nous amener? C'est aussi intéressant. Je dis pas qu'il faut rejeter l'un ou l'autre, hein. Je dis, moi, j'accepte tout, j'accepte de tout voir sous différents angles et de nuancer. Mais je peux comprendre que Mademoiselle, il accepte tout, si jamais. Hein. Oui, vas-y, continue. Et donc, non, mais voilà, c'est vrai que je pense il peut y avoir enfin, les gens peuvent faire un blocage, les fans de cinéma de Hong Kong peuvent faire un blocage à ce niveau-là en se disant, bon, c'est pas Hong Kong, quoi. Mais c'est un peu comme les gens j'avais entendu des gens qui me sortaient, oui, mais Mad Max Fury Road, c'est pas authentique, c'est pas un bon film parce que contrairement au deuxième opus, dans le deuxième opus, ils faisaient tout en vrai, etc. Oui, c'est vrai, mais en même temps, bon, déjà, c'est un mélange des deux, hein. Il y a toujours un peu un mélange entre du physique et des effets spéciaux, mais quand même, ça t'emmenait une ampleur, il y avait quand même une recherche et ça restait quand même bien foutu. Bon, là, je comparerai pas les deux, hein, mais c'est juste pour expliquer que soit tu acceptes que le cinéma évolue, soit tu n'acceptes pas. Mais je comprends qu'on n'accepte pas, hein. Moi, il y a des trucs que j'accepte pas dans le cinéma qui évolue, qui me saoulent. Ça, le fait d'amener ce truc à ce niveau-là, je trouve ça intéressant. Après, on voit que bon, le coup de l'exosquelette, de l'armure et tout, c'est aussi là pour que qu'on puisse mettre des doublures numériques, etc., etc. Absolument. La performance capture, ou si parfois juste avec d'autres acteurs qui arrivent mieux à bouger et tout. Allez, petite page culture générale, si je me plante pas, parce qu'il y a des chances que je me plante. Allez, c'est pour réveiller un peu le chat qui est un peu amorphe. Quelle œuvre de science-fiction est, c'est-à-dire la première, parce que je crois bien que c'est la première, d'après ce que j'avais cherché à l'époque, ou en tout cas celle qui a marqué les esprits en introduisant justement le côté soldat exosquelette, comme ça. La première, celle qui a lancé ça avec ce côté soldat dans des scaphandres de combat. Suspense. Non, je sais pas, t'as des gens qui répondent là ou pas? Non, justement, suspense. De toute façon, il y a un décalage avec le live toujours. Donc... Ouais. Non, mais je réfléchis en même temps. Ouais. Bon, de toute façon, je vais balancer la réponse. Hein. De toute façon, c'est Starship Troopers. Mais pas le film, le livre. Oui. Oui, d'accord. Le livre. Okay. Le livre, c'est en fait Starship Troopers. Enfin, je dis ça parce qu'à une époque, j'avais justement fait des recherches sur le film. Et dans le livre que je n'ai pas lu d'ailleurs, donc Étoile garde à vous de son premier titre français, qui est maintenant sorti sous le nom Starship Troopers, les soldats avaient justement ces scaphandres et ça n'a pas été gardé dans le film. Et c'est justement une des choses qui fait que, indépendamment de ce qu'on pense du livre Starship Troopers, c'est un livre qui est important dans l'histoire de la science-fiction littéraire. Voilà, bref, c'était la petite parenthèse. Est-ce que tu as autre chose à dire sur les effets spéciaux, la mise en scène? Tant qu'à faire, moi je voulais parler de peut-être, enfin, scène par scène, parce qu'en fait, moi je vois un peu le film comme il y a presque un côté jeu vidéo par niveau, quoi. Ouais. Et presque un côté série télé aussi, c'est-à-dire en fait chaque épisode, limite ils auraient pu le découper en plusieurs épisodes ou en plusieurs niveaux de jeu vidéo. Et moi, j'ai beaucoup aimé, du coup, et je trouve qu'il fait aussi très jeu vidéo, j'ai beaucoup aimé la scène, et pour moi, c'est la scène centrale, hein, c'est la scène des gravats, ce que j'appelle la scène des gravats, des ruines. Et ils sont dans des ruines, des immeubles en ruines, et ils recherchent, je sais pas quoi. Je vous avoue que l'histoire, je m'en suis pas tellement occupé, comme je le fais souvent dans le cinéma, mais particulièrement à Hong Kong, je m'occupe pas trop de l'histoire. Je me laisse plus emporter par les personnages et ce qu'ils font et par l'action en fait. Souvent ça se passe comme ça, mais là particulièrement sur celui-là. Et c'est vrai que la scène des ruines, je l'ai trouvé cool parce qu'il y a vraiment, il y a cette scène où il pompe Iron Man, évidemment, encore une pompe, voilà, parce qu'en fait, l'O Ching-wan est dans le scaphandre, il court et en fait, il essaie d'escalader les gravats et tout, et tu le vois en vue de l'intérieur avec le truc avec sa tête, puisqu'il faut quand même montrer que c'est l'O Ching-wan. Et donc, il y a un côté Iron Man, voilà, mais souvent, c'est plutôt bien vu, même si ça a déjà été fait. Et j'aime bien cette scène parce qu'il y a un côté, justement, ils explorent un truc avec une scène dans une ruine comme ça, j'avais pas vraiment vu ça avant, moi, dans un film. Autant j'ai vu les scènes d'avant et celles qui vont arriver après dans d'autres films, autant les scènes de gravats comme ça,
Là, j'y ai vu encore l'esprit du cinéma de Hong Kong parce qu'il y a du parcours, il y a un côté acrobatique, il y a un côté cascade parce que le mec se casse la gueule, il se rattrape à des trucs et tout, et il y a même du kung-fu. Il y a un côté Wuxia-pian aussi, hein, tu vois. Je Absolument. m'envole. Absolument, les personnages volent. Et là, j'ai trouvé que c'était peut-être la scène, et c'est peut-être pour ça que c'est ma préférée, c'est la scène la plus hongkongaise, en fait, et la plus chinoise, tu vois. Je trouvais qu'elle se rapprochait vraiment le plus dans le petit clin d'œil de ce qui avait pu être fait avant avec d'autres moyens. Et j'aime beaucoup, beaucoup cette scène. C'est ma scène préférée. Alors, je trouve, il y a un truc très chelou à la fin de cette scène que j'ai pas compris, mais peut-être que tu t'en souviens plus, ou peut-être que tu vas me le rappeler, mais quand ils sortent des ruines, t'as une espèce de trucs d'écran blanc là, un peu comme Total Recall à la fin là, et les personnages sortent. Alors j'ai l'impression qu'ils ont cuté, qu'ils ont pas eu elle est trop bizarre cette fin. Donc la fin je la trouve bidon, mais tout le parcours, toute la scène. Alors peut-être non mais je pinaille hein, parce que j'ai beaucoup aimé la scène aussi. Mais voilà cette scène je l'aime beaucoup parce que voilà et comme tu l'as dit il y a du wuxia et du kung fu. Alors c'est très limité hein, c'est des petits clins d'œil. Il y a l'esprit, il y a une essence, une base, on va dire. Mais l'esprit était là et moi, c'est vrai, c'est vraiment la scène que j'ai préférée en termes de proposition parce que j'avais pas vraiment vu une scène comme ça. Si tout le film avait été comme ça m'aurait fait kiffer. Tu vois, tout le film dans une ruine. Après, ils sortent, ils sont dans d'autres endroits. Peut-être qu'il aurait fallu explorer peut-être des trucs que t'as pas vu avant dans d'autres endroits. Ça aurait été pas mal en fait, plutôt comme ça. Ouais, alors moi j'avoue que personnellement c'est pas celle qui m'a le plus marqué parce que justement comme tout était globalement fait à coup d'effets spéciaux, ouais, bon, pour tout te dire, moi ça m'a fait penser au film Valérian à un moment donné, donc c'est dire. Ah oui, mais ça j'ai pas vu. Peut-être que Ouais, non, mais le but n'est pas de dire ah ça fait ça ou ça fait ci, on s'en fout, mais c'est pas une scène qui m'a spécialement marqué. Par contre moi j'ai beaucoup aimé la scène de poursuite avec le robot derrière justement qui faisait très oui, Terminator dans le futur post-apo. oui. Oui, elle est très cool, cette scène. Bah, c'est peut-être la deuxième que je préfère, c'est la scène d'après, celle que tu cites là, la quatrième. D'ailleurs, je pensais que ça allait être le climax, et je pense que ça aurait été mieux en fait, parce que enfin, on va peut-être parler après du climax final, mais que pour moi qui est pas réussi. Et je trouvais cette scène bien plus réussie, et la scène de l'autoroute. Et d'ailleurs, on voyait cette scène sur la bande-annonce, elle était très présente sur la bande-annonce, et ça te vendait vraiment le film sur cette scène-là. C'était souvent la scène du début et puis cette scène-là. La scène sur l'autoroute, tu voyais Philippe Kung qui conduit une espèce de camion, un truc avec le robot derrière. Et bon, cette scène, elle fait très Transformers, elle fait très. Il y a un côté un peu peut-être, je sais pas, je suis pas assez connaisseur, mais un petit côté Michael Bay ou comme tu as dit Terminator 4 un peu, ou Ouais, même Terminator tout court. En fait, oui, t'as raison. post-apocalyptique, mais j'ai plus pensé, personnellement, quand je pense au Terminator post-apo, je pense plutôt au 1 et au 2, mais ça, c'est moi. Ouais, mais je suis d'accord là-dessus, oui. Moi, en fait, je cite souvent le 4 parce que le 4, c'est le plus intéressant de ceux qui ont été faits après pour moi. Mais oui, oui, je suis d'accord avec toi. Bah, tu voulais parler de la dernière scène en disant que tu l'avais trouvé un peu. Ouais. Non, mais après, ouais, sauf si tu voulais peut-être parler un peu plus de la 4, hein, de la quatrième que tu Non, aimais bien. non, j'ai pas grand-chose à dire, mais il y a quand même un détail que je dois dire, c'est que malgré tous les défauts de mise en scène qu'on a dit, tu sais, les défauts de lisibilité, des fois, tu as l'impression qu'il y a des trucs et des plans qui sont faits pour être cool ou des poses et des machins, qui est très américain finalement, j'ai trouvé. Euh, Ouais, ouais. mais globalement, il y a un truc qu'on peut pas enlever au film, c'est que malgré tout, la lisibilité est toujours présente dans toutes les scènes. Tu comprends ce qui se passe. Ouais, Et je veux dire, ouais, il y a aucun, enfin, j'ai pas été perdu dans les scènes d'action. c'est À aucun pas. moment, je me suis dit ah putain, je comprends plus rien, c'est trop coupé, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'elle fait cette main, d'où il Ouais, sort ce couteau, c'est tu ce vois. que j'allais te dire. Est-ce que tu trouvais que c'était. On dit plus surdécoupé maintenant, on dit Tekken 3, Non, non, Tekken 2. Tekken Ou tout Tekken. court, Mais moi, ça suffit. surtout, le premier, il passait encore. Mais le 3 ou le 2, je me rappelle, c'était une boucherie atomique. Et, est-ce que tu trouvais il est surdécoupé ou ça? Ouais, tu me dis que non, tu me dis que tu trouves pas qu'il est surdécoupé, qu'il est plutôt lisible. Ce film, non, non, Ouais. non, non, attention, lisibilité sur découpage, ça peut être séparé, hein. Ça peut être séparé. Oui, Je oui, trouve qu'il est trop cuté, je pense, comme j'ai dit, pour surtout des questions d'effets spéciaux, mais oui, que malgré le découpage, il arrive à être lisible dans les ouais, ouais. scènes et dans ce qui se passe. Par exemple, je me suis posé la question de la spatialisation. Euh, la scène du véhicule, c'est à un moment donné, tu sais, ils se battent sur le toit, ils se battent en bas. Alors on reste un moment sur celui du bas, c'est cuté, mais tu restes sur lui. Après, tu vas sur celui du haut. Et après, il y a un moment, tu as la caméra qui va de l'un à l'autre, un truc comme ça. Mais je veux dire, tu n'es pas en train de passer de l'un à l'autre, tu comprends rien de qui, de quoi, comment. Je veux dire, je veux dire, j'ai trouvé que le film était, malgré tous les défauts de mise en scène possibles, lisible. Et ça, c'est quand même une performance.
Oui. Et moi, d'ailleurs, ça me fait penser, il y a un moment, je sais pas si tu te souviens, dans la scène où ils se battent sur le toit du camion. Et je trouvais que cette scène, elle rappelait un peu aussi les films d'action type Girl with Gun, années 80. Je sais pas si vous vous souvenez de la scène dans Le Sens du Devoir 4 ou des trucs comme ça où ils se battent sur les toits des bagnoles et des camions. Je trouvais qu'il y avait un petit côté aussi comme ça. Et, et à un moment, il y a aussi un espèce de plan séquence aussi qui est pas mal, où il passe entre le conducteur, la caméra ressort, elle remonte sur les mecs, elle redescend. Ça, c'est pas mal. J'ai eu un petit moment de, je me suis dit, ah ouais, ça c'est cool et tout. Alors ouais, encore une fois, on est dans le cinéma d'effets spéciaux, mais je trouve que là aussi, il y a un petit côté, on rappelle le cinéma de Hong Kong d'avant, un petit peu années 80, des mecs qui se battent sur un camion, et en même temps, on fait une mise en scène un peu moderne et tout. J'ai trouvé ça pas mal. Ça m'a rappelé Justement, un peu. ce côté asiatique à tendance américaine, bah, c'est ce que j'ai dit, ça me fait penser à du cinéma coréen. C'est cette scène-là où je me suis dit, tiens, ça fait coréen, je trouve. Ouais, bah, ouais, non, mais Parce c'est que les vrai. films coréens de SF, on en avait eu pas mal à une époque, tu sais, 2009, Lost Memories, Natural Ouais, City, mais quand moi, c'était le concept du j'avais même restaurateur. aimé le film. Moi, je suis pas très fan de cinéma coréen, comme tu sais. Je trouve ça très bien, hein, mais je suis pas un grand fan du cinéma coréen globalement par rapport à la masse de gens. Par contre, j'avais vu un film qui s'appelait un film d'un space opéra. Moi, le genre du space opéra me manque pas mal au cinéma, donc j'avais vu, T'avais le ça film s'appelle sur Netflix, là, comment il s'appelait? Space Sweepers, non? Space Sweeper. Alors, Ouais. j'avais pas globalement aimé le film, mais j'avais trouvé la fin. Je me suis dit, putain, mais c'est un Star Wars réussi, tu vois. La fin, je me suis dit, mais waouh! Je me suis dit, mais ça claque, tu vois, dans mon esprit. Ouais. Et là, je sais plus comment j'allais relier le truc de ce que je voulais dire au départ, mais en gros, oui, en gros, voilà, ça s'aligne c'est-à-dire que le cinéma coréen, par moment, est arrivé à s'aligner sur du cinéma américain, mais il arrivait même parfois, dans mon exemple, là, de faire mieux que Star Wars. Je trouvais qu'ils arrivaient à sublimer un peu même ce que font les Américains par moment. Je trouvais qu'il y avait une folie. Moi, je pense que le cinéma coréen, ça fonctionne parce qu'ils arrivent, c'est un peu, je dirais pas que c'est le nouveau cinéma hongkongais, j'irai pas jusque là non plus, mais ils arrivent à prendre des trucs d'Occident en le faisant à leur manière, mais en même temps en se mettant au niveau technique des canons de maintenant. Je sais pas si je suis très clair, mais en Ouais. gros, Non, il très donne un clair, peu mais le je suis là pas dans le cinéma totalement asiatique. d'accord. Pas Mais totalement oui, d'accord pour les effets après, spéciaux je et m'y tout, par connais peut-être exemple. pas assez par rapport à toi, parce que j'en ai vu beaucoup moins et tout. Mais Non, j'ai mais l'impression que ils ont posé un truc, quoi. Ils ont posé un standard, les Coréens. Tout le d'ailleurs, monde se base un peu sur eux. je profite d'un truc, parce que c'est des trucs qui s'étaient dit sur Space Sweepers, par rapport au budget du film. Alors, je n'ai pas vérifié le nombre de dollars exact qu'il a coûté, mais il ne faut pas oublier aussi un détail, c'est déjà que, bon, les gens qui bossent sur les effets spéciaux qui les font sont moins payés, et les acteurs sont moins payés, parce que quand vous regardez le, le, le budget d'un blockbuster, peut-être maintenant moins, parce que c'est surtout la franchise, mais je me souviens à l'époque, tu regardais le cachet des acteurs, ça prenait le tiers du budget, donc forcément, il y avait moins de budget après pour les effets spéciaux. Donc ça aussi, Oui, bien sûr. il faut faire Bien sûr, bien attention à sûr. ce détail. Euh, Et alors, ouais, du coup, tu voulais peut-être parler du passé au climax. ouais, Et là, j'ai pas grand-chose à dire, du coup, hein, moi parce non plus. que, En fait, ouais, j'ai trouvé que le film était, comme il est très cut et tout, j'ai trouvé qu'il était un peu fatigant. Tu vois, là où le cinéma d'Hong Kong, c'est un cinéma d'action qui y va, mais t'en veux, tu kiffes. Bah là, au bout d'un moment, j'ai trouvé que, ouais, c'est un petit peu fatigant. bah, c'est pour ça que moi, en fait, je me suis dit, bon, allez-y clôturer sur cette scène-là. En fait, t'aurais clôturé sur ça, le truc durait 1h20, ça aurait été parfait. Et alors que j'étais plutôt, au début du film, je disais, ah non, mais ça aurait dû être plus long pour introduire les personnages et tout. Mais après, une fois que j'ai compris ce où le film voulait nous emmener, c'est-à-dire, en fait, construire un truc autour de 4 5 scènes d'action, j'ai lâché l'affaire, je me suis dit, bon, bah, en fait, vous voulez m'emmener là, très bien. Bah, faites-moi kiffer à la fin sur cette scène d'autoroute, faites un truc mortel et puis terminez sur ça. Et c'est vrai que quand le climax arrive, je me souviens de rien pratiquement du climax, parce que c'est le moment où là, en fait, tout se résout, on essaye de résoudre tout en même temps. C'est le climax, hein, c'est le final forcément. Et en fait, bah, il y a le côté dramatique, l'histoire personnelle de Louis avec sa fille, machin, là, tout ce bon, bah, t'as déjà vu ça 1000 fois. Les films hongkongais avec la petite musique là.
Et puis le pied, j'en peux plus, enfin j'en peux plus, je vois ça depuis 20 ans, c'est insupportable, je supporte plus ça vraiment, mais tu le vois pas que dans les films hongkongais, ça, mais eux, vraiment, ils font les mêmes notes de musique avec le même souvenir, avec la même petite fille, avec le même truc, j'ai l'impression de le voir tout le temps. Tout le monde n'est Et, pas, tout le monde n'est pas Ennio Morricone hein, pour la petite musique. exactement, oui, oui, voilà, c'est ça, ils font tous référence à ça, mais non, 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 ça, il y a un pauvre enjeu à la fin où tu apprends des trucs, enfin voilà, je vais pas vers tous les détails si vous voulez un minimum de surprise, mais moi, la fin, globalement, c'est, boum, tu sais, il y avait une petite montée comme ça, et puis la fin, ça plonge. Et en fait, non, le film aurait dû durer 1 heure et quart et ils te font un truc d'action et puis terminé, quoi. Et là, bah, comme en fait, ils essayent de se dire, ouais, on fait quand même un film intimiste avec du fond, avec des trucs, bah, en fait, non, les gars, vous faites un film d'action où vous pompez des trucs de la pop culture occidentale et puis vous essayez de faire un truc à la hongkongaise, assumez, quoi. Faites le truc, assumez, c'est pas grave. Moi, à la rigueur, ça me va très bien, hein, ça me manque un peu, donc allez-y. Et moi, c'est vrai que quand tu commences à faire du drama sur la fin, et là, je retombe un peu dans ce qu'essaye de faire Louis Co, parce qu'on n'a pas parlé de Louis Co, celui qui produit le film, c'est quand même lui qui tient la baraque hein, du cinéma de Hong Kong actuel. Hein, c'est quelqu'un de très important via sa boîte de prod One Cool Film. Sans lui, je veux dire, il n'y aurait pas des films de cette ampleur avec cette ambition-là. Je veux dire, le cinéma de Hong Kong, clairement, c'était la Milky Way dans les années 2000 qui maintenait la baraque. Là, c'est One Cool. On n'est plus du tout dans le même délire, hein, Objection, votre honneur. C'était pas la Milky Way. Il y avait la Milky Way, mais il y avait surtout pour moi Andy Lau, qui était le mec qui tenait la baraque. Eh oui, oui, non, mais t'as raison, c'est vrai. Mais je te parlais plus, oui, Andy Lau, mais Andy Lau, il n'était pas chez Milky Way, tu vois. Là, il y a vraiment une star et une boîte de prod qui Oui, tient un peu la mais baraque. attention, parce que moi je disais en tant qu'acteur, mais aussi en tant que producteur. Je trouvais qu'il était dans tous les coups à l'époque, Andy Lau. C'était le mec Oui, oui, qui non, mais était. clairement, clairement. Non, vas-y, continue, on s'en fout, c'est pas. Mais clairement, clairement, non, non, mais t'as raison. Et donc, non, mais c'est tout ça pour dire qu'en fait, c'est quelqu'un de très important qui parfois on peut se dire, ouais, ouais, en fait, il nous saoule, il est tout le temps là, machin, mais en même temps, c'est quelqu'un qui va faire des films en Chine continentale, qui ramène de l'argent, qui réintroduit l'argent dans le cinéma de Hong Kong. Moi, j'ai tous mes potes, enfin, elle a beaucoup, beaucoup de potes qui travaillent dans ces boîtes de prod hein, et qui donnent de l'argent à beaucoup, beaucoup de gens. Il a produit les deux derniers Ringo Lam, bon, qui sont pas des grands films, on est d'accord, mais ça donnait à bouffer à beaucoup de gens. Ringo Lam pouvait encore faire des films, encore Wild City, c'était pas trop mal. Le Sky on Fire, là, c'était pas terrible. Mais voilà, pour tout ça pour dire qu'il fait encore revivre le truc, quoi. Donc c'est quand même quelqu'un d'important, mais moi, il y a plein de films de Louis Co il en avait fait un, là, je crois que ça s'appelait Return of the Past, où c'est l'histoire d'un mec qui va dans le passé, dans une histoire médiévale de Chinois, mais ou même Dynasty Warrior, j'avais pas trop, je sais pas si c'est lui qui avait produit Dynasty Warrior, je pense, hein, je pense qu'il avait dû le produire ou le coproduire. Pas pareil, ça c'était pas ouf. J'avais pas trouvé ça ouf. Moi, j'ai Pareil, trouvé après, ça ça peut-être. pas trop mal. Non, mais, enfin, tant mieux si t'as kiffé, hein, tant mieux. Mais moi, j'avais pas du tout aimé. Pourtant, Dieu sait si j'aime ce genre de truc, mais là, non, j'avais pas accroché du tout. Et là, je trouvais que la fin, ça retombe dans les travers de ce qu'il fait. Voilà, le côté négatif de ce qu'il fait, c'est un peu de la surdramatisation de bas étage, un peu. C'est pas ouf, en fait. Il va faire Moi, j'ai l'acteur. ressenti aucune émotion. Il va faire Ouais, l'acteur. Ouais, 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 c'est ça. Puis amener du drama. Moi, j'ai ressenti aucune émotion dans le film. Tu vois, Ouais, autant non, je me suis pris le truc comme un film d'action, mais là, les scènes de. Alors que je reviens toujours à Wandering Earth, mais dans Wandering Earth, à la fin, avec Wu Jing et tout, machin, mais putain, j'avais les poils qui. Là, c'était super travaillé. Là, et tu sens que c'est un mec qui a écrit, ils ont passé des années sur le film et tout. Et là, en termes de drama, moi, dans Wandering Earth, il y a 2, 3 scènes qui sont très, très belles, où moi j'ai pleuré, où j'ai eu des frissons, j'ai eu de l'émotion. Là, que dalle. Et je pense que non, et je pense qu'il faut assumer le truc, vas-y, on fait un truc d'action. Mais bon, il est peut-être pas assez bourrin pour ça. Il y a peut-être pas le même esprit aussi. Aussi. J'ai encore une question. Qu'est-ce que tu as pensé de la musique du film? Globalement, je m'en souviens pas vraiment. En fait, globalement, Tu veux que assez passe-partout. tu veux que je te dise? Moi non plus, je m'en souviens pas. Pour dire qu'il Mais, n'y a rien qui mais, m'a mais marqué. je l'ai pas trouvé, je l'ai pas trouvé nul. Je sais qu'à un moment donné, Jonathan m'a dit, putain, la musique, elle est horrible. Moi, je l'ai pas trouvé nul. Je l'ai trouvé correct. Il y a des moments où je me souviens de 2, 3 trucs. Ah ouais, là, la musique, c'est intéressant. 2, 3 scènes où je me suis dit, ouais, là, pas mal. La mise en scène plus la musique, là, il y a un truc. Mais globalement, ouais, c'est pas sur la mise en scène ou sur la narration ou sur tout ça. C'est vraiment sur l'action.
Bon, est-ce que tu as encore des sujets spécifiques, des scènes ou des choses que tu as envie de citer dans le film? Non, non. Par D'un point de vue, on a vu la réal, on a vu les 5 scènes, on a parlé des acteurs. Moi, ce que je trouve intéressant maintenant c'est pas le film en lui-même. C'est moi, j'échange un peu avec des potes qui vivent le truc à Hong Kong, parce que moi, à un moment donné, je me suis dit, mais moi, je voulais partir à Hong Kong pour voir le film, mais pas que pour voir le film. Je voulais aller aux avant-premières avec mes potes, je voulais rencontrer Louis Co, tu vois, ça aurait été cool en fait, parce que faut mesurer qu'en ce moment, le film prend quand même une certaine ampleur. Beaucoup de gens en parlent. Moi, j'ai mon pote Michael, je vais peut-être l'inviter sur ma chaîne pour parler du film. Je voulais savoir qui nous disent en fait comment les gens le vivent là-bas. Ça peut être intéressant dans l'industrie, lui qui est dans l'industrie du cinéma. Bon, il n'a pas participé au film, lui, malheureusement, mais voilà, moi, je vois toujours, il y a plein de potes qui sont dans le film, ça fait vivre le truc, ça relance l'industrie. Est-ce que ça peut potentiellement relancer l'industrie, comme je t'ai dit, à partir du moment où tu mets un genou à terre et où tu te soumets au marché chinois, enfin voilà, tu connais l'histoire. Est-ce que c'est par ça qu'ils peuvent continuer à faire des trucs. Le film se finit sur une espèce de scène post-générique qui est qui est pleine de promesses que moi j'ai envie de voir, qui nous amène très très loin dans le ciel, on va dire. Et moi j'ai envie de voir si effectivement là, moi qui suis un fan de space opéra, si c'est potentiel. Je pense qu'il va y avoir un deuxième, vu le succès de celui-là. Apparemment, le film a l'air de bien marcher. Je pense que s'ils ont mis cette scène, c'est qu'il va y avoir un deuxième. En tout cas, je l'espère et je vais voir vers où ça va nous mener. On redonne le titre. Alors, le film, c'est Wandering Earth, c'est la Terre flottante, quoi. Je suis très nul en anglais, donc Wandering Earth. Okay. C'est adapté d'un roman chinois de science-fiction très très connu en Chine, mais donc je n'ai évidemment pas lu parce que vous le savez, contrairement à Beauparleur, je ne lis pas. Mais moi, je l'ai lu grâce à Google, hein, tu sais, traduction. Mais peut-être que toi qui lis des bouquins, peut-être qu'il est peut-être trouvable dans la boutique là où on va de temps en temps. Je suis pas certain. Faudrait voir. Mais moi, je pense que tu peux le trouver parce qu'apparemment c'est un truc assez connu et c'est une belle histoire. En fait, c'est déjà une histoire, c'est déjà une belle histoire. Alors là, d'ailleurs, il prévoit un numéro 2 là de Wandering Earth. C'est sûr, c'est acté avec Andy Lau et Wu Jing. Il y aura Andy Lau et Wu Jing, donc là, je suis très 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 impatient là. J'attends vraiment beaucoup de ça. Mais j'aimerais aussi beaucoup que Warrior of Future, ouais, nous emmène un peu plus dans un truc un peu plus gros. J'aimerais voir où ça va. En fait, je suis curieux parce que je me dis à Hong Kong en général en ce moment, bon, l'âge d'or est terminé depuis bien longtemps. Moi-même, je l'ai accepté, même si j'arrive toujours naïvement à essayer de croire à des trucs à chaque fois. Est-ce que ça va là, le but, c'est pas de se dire est-ce que ça va revenir, c'est de se dire que de toute façon, ça va mourir, mais que ça va continuer à vivre d'une autre manière. Est-ce qu'on l'accepte ou pas? C'est ça la question. Et moi, je suis très content quand je vois mes potes, parce que tous mes potes tous les gens avec qui je suis en contact là-bas sont très contents. Habituellement, ils boudent plutôt les spectacles hongkongais, ils vont plus voir trop les films. C'est les vieux qui regardent les films hongkongais. Moi, quand j'allais à Hong Kong, là-bas au cinéma, souvent, je voyais pas beaucoup de jeunes, ils allaient plutôt voir les films américains. Ils regardent évidemment pas les films continentaux, très rarement les hongkongais, parce que voilà, avec tout ce qu'il y a derrière, ils trouvent que Wandering Earth c'est un film horrible. Moi, mes potes, ils disent, mais Wandering Earth c'est horrible, c'est pro-chinois, machin, tout ce que tu veux. Bon, moi, je suis français, donc voilà, mais je peux comprendre. Mais souvent, le produit d'appel pour eux, c'était d'aller voir un film, le dernier gros film américain. Et globalement, et là, c'est vrai que ça les a ramenés un peu dans la salle. Et je pense d'ailleurs aussi que le film est fait aussi pour ça. Et c'est pour ça qu'on peut le trouver un peu fade sur certains aspects, mais il essaye de s'aligner sur les canons américains et occidentaux des blockbusters pour justement ramener aussi la jeunesse dans les salles. Moi, c'est ce que j'ai vu. Alors, j'ai vu ça dans ce qu'on me dit, sur les trucs Instagram, les machins. Donc, peut-être que c'est de la publicité, que c'est un effet de mode et que ça va passer. Mais de ce que je vois, c'est que ça ramène des jeunes en salle. Et ça, c'est un truc fondamental. Quand tu commences à avoir de la jeunesse en salle, là, tu peux éventuellement relancer une industrie, une franchise, un truc. C'était des choses qu'il n'y avait plus vraiment, je trouvais, à Hong Kong. Je suis cependant pas certain que les créateurs de films sur Netflix se posent cette question quand ils le voient. Je veux dire qu'ils se posent cette question, c'est une chose, mais je ne suis pas sûr que ça les touche spécialement.
Ah, les gens qui regardent sur Netflix, c'est autre chose. Là, moi, je te parle plus Oui, de l'industrie du cinéma hongkongais. Ouais. Merci. Ah bon, c'est pas ça, merci. Ils sont obligés d'expliquer. Non, mais j'avais compris. Okay. Du coup, est-ce qu'on a autre chose à dire sur le film en lui-même, le film, vraiment pur, comme pur objet filmique? Moi, j'ai envie de dire qu'on a été très méchant globalement, mais comme j'ai dit, il y a quand même des plans qui sont quand même très modernes, mais qui sont quand même assez fous. Tu as des plans où, comme j'ai dit, il écrase la tête, tu as la caméra qui repart, qui revient. Tu as quand même des plans un peu comme ça que j'ai trouvé. C'est pas toujours tout ajouté au niveau mise en scène quand même. Et voilà, pas grand-chose à dire d'autre. Globalement, tu considérais ce film comme bon, moyen, mauvais, déception? Non, moi, en fait, j'ai plutôt bien aimé, en fait. En fait, effectivement, on est méchant sur tout. Là, on pinaille sur tous les détails, on décortique le truc. Bah, c'est ça, quand on parle pendant une heure sur un film, hein, au bout d'un moment, tu vas forcément pinailler et décortiquer. Et peut-être qu'effectivement, les potes qui sont hongkongais là-bas et qui m'entendront peut-être, seront peut-être pas d'accord avec moi, mais je tiens quand même à dire que c'est un film important, c'est un film qu'il fallait faire. Moi, je suis très intéressé par le fait que Hong Kong fasse de la science-fiction, même si en fait ça reste un film d'action. En fait, c'est pas vraiment un film de science-fiction, c'est un On film remarquerait qu'il n'arrive pas à répondre, hein, il repart à nouveau sur le même schéma. Mais oui, non, mais oui, non, mais je t'ai dit. Oui, alors tu vois. Non, mais je t'ai dit, moi j'ai bien aimé, mais il faut toujours remettre un peu en perspective dans mon amour du truc. Mais oui, moi globalement j'ai plutôt bien aimé. Après, c'est vrai que j'en avais une grosse attente. Et après, tu sais, j'avais une énorme attente. Puis après, je l'ai remis un petit peu en. Je me dis, bon, allez, je la remets un peu au ras des pâquerettes, je la remets un peu en bas. Et puis finalement, ça a rééquilibré. Et je me suis dit, quand je l'ai pris, bon, ok, tous les défauts qu'on a dit, c'est vrai, mais film important. Et moi, j'ai plutôt bien aimé. J'ai trouvé que c'était un film. Je trouvais que c'était un film qui était pas mal. Voilà. Mais je dirais pas que c'est un, voilà, que c'est un très bon film. C'est un film que j'ai plutôt bien aimé à titre personnel et avec des petites scènes comme ça c'est pas un truc foiré ou quoi que ce soit. C'est pas du tout un truc foiré que je trouve pas. Personnellement, je trouve qu'en amour, puisqu'on est en amour du cinéma de Hong Kong, il faut accepter les défauts. Hein. Oui, absolument. Non, donc, non, mais je dis ça pour dire que voilà, je peux accepter certains défauts. Par contre, là, tout de suite, tu me dis, est-ce que tu penses revoir ce film un jour? Je pense que la réponse est non. C'est-à-dire, je l'ai regardé avec ses qualités, ses défauts, des qualités, d'effets visuels, tout ça qui m'ont surpris en bien, d'autres trucs qui m'ont surpris en moins bien, une certaine saveur retrouvée, mais pas tout à fait. Ce qui fait qu'il y a des trucs que j'ai appréciés. Globalement, je dirais que j'ai vu le film. Voilà, je ne le reverrai pas, je pense. Ah, je comprends. Je comprends. C'est vu. Maintenant, la question, c'est est-ce que c'est un film, par exemple, que tu penses que quelqu'un qui. Bah, c'est la question quelqu'un qui ne connaît pas le cinéma de Hong Kong, tu dis tiens, c'est sur Netflix, regarde ça. Est-ce que tu penses que c'est un truc à faire? Alors, non, voilà, justement, absolument pas. Et d'ailleurs, c'est toute la question que je me pose. En fait, bah, j'avais déjà abordé un peu la question avec Jonathan aussi, mais en fait, on est prisonnier. Enfin, moi personnellement, je ne peux pas parler pour tout le monde. Moi personnellement, je suis prisonnier par le prisme du fan de cinéma de Hong Kong, mais qui dépasse la notion de cinéma. C'est-à-dire que c'est un cinéma, c'est ma famille, c'est affectif, les acteurs et tout, et les gens avec qui j'ai grandi, c'est presque, voilà, c'est presque comme ma famille. En plus, il y a des gens que j'ai connus là-bas, donc c'est encore autre chose. Puis il y a des gens qui travaillent sur le film que je connais, donc c'est encore autre chose. Puis, et en fait, c'est pas uniquement à l'aune du cinéma. Et je peux pas prendre l'objet de manière froide comme ça, te dire c'est bien, c'est pas bien. Tu vois, pourtant j'ai essayé de te dire d'être nuancé, machin. Mais moi, en fait, je suis la plus mauvaise personne peut-être pour critiquer le film parce que je suis dans une marmite, quoi. Tu vois, je suis trempé vraiment jusqu'à la moelle comme une éponge dans une marmite. Je suis Obélix, ouais, tu vois, j'ai mis le costume. Mais, euh, mais non, la question à poser, ce serait effectivement des gens qui, comme tu l'as dit, qui vont sur Netflix, qui connaissent pas. Mais je pense qu'ils trouveront ça pourri, en fait, moi, personnellement, en fait. Si je veux vraiment donner mon avis. Enfin, je pense, parce que ils vont se dire, attends, mais quel est l'intérêt pour nous de voir des Chinois, tu sais, il y a des gens qui se disent ça, hein, quel est l'intérêt de voir des trucs moins bien que ce que font les Américains? Ouais, mais justement, je trouve que, encore une fois, il y a des trucs que vous verrez pas dans d'autres endroits. Je pense ce sera peut-être un premier réflexe de se dire ça, mais je te dis, moi, la scène du parcours, la scène un peu du parcours, la scène de l'autoroute, la manière dont c'est monté, les 5 scènes qui amènent à les scènes d'action, c'est les petits trucs que vous trouverez peut-être pas ailleurs. Mais peut-être que je me trompe, encore une fois. Je te dis, c'est très compliqué de critiquer le film de mon point de vue, en fait. Il faudrait demander à des jeunes de 20 ans qui sont biberonnés à Netflix. Tu voulais un message en direct de Hong Kong? On a un message en direct de Hong Kong. Le cinéma à Hong Kong, maintenant, c'est comme regarder un nouvel Indiana Jones en espérant retrouver la dernière croisade.
Ouais, mais justement, ouais, je pense que ça, c'est une prison, en fait. Ouais. Bah, de toute manière, on ne la retrouvera pas. Maintenant, c'est est-ce qu'on arrive à profiter de ce que l'on a maintenant? C'est tout. C'est ça la question. Et est-ce que ce que l'on a maintenant mérite qu'on en profite ou si c'est juste mauvais, quoi, aussi, c'est aussi ça. Mais en fait, ouais, je pense qu'en fait, t'as deux aspects. T'as les nostalgiques qui se disent, bon, le cinéma de Hong Kong d'avant, c'était le cinéma de Hong Kong d'avant, c'est l'âge d'or. Le reste, on s'en occupe pas. Et puis, t'as ceux qui disent, ouais, en fait, et puis t'as ceux qui disent, en fait, bah, il y a l'âge d'or, et puis il y a ce truc-là, et on accepte, en fait, que ça évolue. Mais moi, je suis plutôt dans la deuxième catégorie, c'est-à-dire que je considère que l'âge d'or, c'est posé comme du granit, voilà, ça ne bougera pas dans mon esprit. Mais en même temps, moi, je suis encore affectivement touché par ce cinéma, donc je continue à regarder les films. Et en fait, je suis rarement déçu, hein. Moi, globalement, en fait, tous les films qu'on a vus ces dernières années, avec tous leurs défauts, là, les Raging Fire, même Anita, même bah, Limbo, c'était très bien, mais même des petits trucs et tout, je suis rarement déçu. Je me dis, en fait, je suis chanceux parce que c'est un cinéma qui est mort depuis longtemps, et on continue malgré tout à avoir des petits trucs comme ça. Moi, je suis peut-être que des gens sont scandalisés par ce que je dis, hein, mais je trouve que c'est pas trop mal. En fait, il faut toujours se dire que le cinéma, il y a plein de phases, il y a un âge d'or, il y a enfin, je veux dire, tous les grands cinémas du monde ont eu leur âge d'or, ont eu leur meilleur moment, et puis ont eu la pente descendante, et puis bah, faut accepter parfois que ça meurt, hein. Le grand cinéma italien est mort, le cinéma espagnol, par exemple, la remonte. C'est des phases, c'est des vagues, mais faut pas forcément se dire, oui, le cinéma de Hong Kong reviendra, ou ça pourra jamais revenir au vu de la conjoncture actuelle et politiquement et tout ça, ça ne pourra jamais revenir. Donc, est-ce qu'il ne faut pas accepter certaines choses par moment? Je ne sais pas, je pose la question, j'en sais rien. C'est une question intéressante aussi parce que on peut aimer le cinéma de l'âge d'or parce qu'il a certaines caractéristiques et dès que ces caractéristiques ne sont plus, ne plus l'aimer. C'est-à-dire la différence entre aimer en fait les caractéristiques que tu vois dans un film ou aimer un endroit. Parce que toi, si tu dis c'est plus le même type de film, j'aime plus ce type de film, mais je continue à regarder parce que c'est le même endroit, c'est la même langue. Toi, par exemple, je ne dis pas que c'est forcément ce que tu as dit, hein, mais tu vois, un peu ça. Et il y en a d'autres qui vont simplement se dire bon, bah voilà, le cinéma que j'aimais tel que je l'aimais, il n'est plus là, bah, je vais voir ailleurs. Oui, mais d'ailleurs, je pense que c'est globalement ce que les gens font, sauf les gros tarés comme moi qui restent fixés sur ça, mais en acceptant que ça change quand même. Parce que moi, en fait, j'ai conscience de comment ça évolue. Je me dis pas, oui, c'est à cause de la Chine que machin, et puis le cinéma, c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas des trucs que tu peux décider, tu vois, de manière individuelle. Oui, mais j'aimerais que ça se passe comme ça. C'est-à-dire que ça se passe comme ça. Donc en fait, tu pourras jamais le changer. C'est-à-dire que t'es personne pour changer le cours de l'histoire et des choses. Donc, alors, je propose quelque chose, si tu es d'accord avec moi, Max. Je suis toujours d'accord. Trop peut-être. Non, mais exactement. Tout ce que je dis est la vérité. C'est vrai. C'est vrai. C'est écrit dans ce livre, là, d'ailleurs, le livre de mon parleur. Hein, ouais. Mais t'arrives à lire parce que... non, par contre, c'est illisible. Mais c'est tout l'intérêt. Si tu veux, il y a de l'interprétation. C'est la religion, c'est-à-dire que c'est l'interprétation, c'est pas le texte en lui-même, c'est ce qu'il dit. Tu vois. Ça veut rien dire. Il faut aller au-delà des mots parce que les mots, on les comprend pas. 150 pages. Bref. Je disais donc, je propose qu'on conclue la vidéo sur le film et qu'on continue le live pour parler après d'autres choses avec les gens de cinéma asiatique un petit peu ce soir. Donc, ce qui fait qu'après, je ferai un montage où je couperai cette dernière partie, puis je laisserai que la première heure de vidéo, mais que là, puisqu'on y est,